Pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Elliot Kobo, je travaille comme assistant à la fois de recherche et d'enseignement à l'Université catholique de Louvain et je rédige pour l'instant une thèse de doctorat sur les dispositifs de régulation des alertes au sein des entreprises. La contribution que je vais présenter aujourd'hui, elle traitera des phénomènes d'alerte, de leur encadrement, donc des réglementations existantes ou envisagées de ces alertes. Avant de me lancer dans le vif du sujet, je voudrais simplement revenir sur deux points. Le premier pour souligner l'actualité de ce sujet. Récemment, des révélations faites par plusieurs lanceurs d'alerte. Je pense par exemple à Edward Snowden ou Bradley Manning aux États-Unis. En Europe, Antoine Deltour, dans les matières plutôt fiscales, ont engendré un fort suivi médiatique de ces questions et ont engendré beaucoup de débats autour de ces questions du lancement d'alerte. En outre, actuellement, on a une directive visant à protéger ces lanceurs d'alerte qui est en cours d'adoption au niveau de l'Union européenne. Donc on a quelque chose de vraiment fort d'actualité. Un second point pour dire que cette problématique, me semble-t-il, s'insère assez bien dans les thèmes qui sont ceux de ce colloque. D'une part, concernant les changements qui, aujourd'hui, et dans le passé, ont perturbé le monde du travail et les institutions chargées de la régulation du monde du travail par rapport à ces changements qui se trouvent déphasés et les mouvements de régulation que ces changements entraînent, et bien ici il sera question de nouveaux types de risques auxquels doivent faire face les entreprises, de difficultés pour les institutions qui sont chargées de gérer ces risques, à les gérer, à les appréhender, et aussi des législations qui ont été adoptées afin de tenter de permettre cette gestion du risque. Donc c'est vraiment au cœur de cette présentation. Et concernant les processus d'expérimentation de nouveau qui ont été engendrés par les changements et les mouvements de régulation, eh bien, il sera question de nouveau dans cette contribution d'initiatives qui ont été adoptées par certains acteurs face à ces difficultés qu'ont les institutions à gérer ces nouveaux types de risques, mais également les espaces que les nouvelles législations adoptées ont laissés à ces acteurs pour prendre certaines initiatives en matière de gestion des risques. Pour moi, on se situe bien au cœur de ces deux thèmes. Rapidement, j'ai pas fait de PowerPoint, mais pour vous indiquer le plan que je vais suivre lors de cette présentation, d'abord une série de constats sur lesquels je vais revenir qui sont à la base de mes recherches. Ensuite, la présentation de l'approche par laquelle j'aborde la problématique du lancement d'alerte, de l'alerte. Ensuite, une analyse des dispositions légales qui aujourd'hui encadrent l'alerte, leurs critiques et enfin, s'il me reste un peu de temps, certaines ouvertures par rapport qui selon moi, permettrait dans ce cadre de repenser certains aspects à la fois du dialogue social, du droit social plus généralement. On verra si j'ai le temps. Pour commencer direct par mon premier point, une série de constats. D'abord, à partir des années 80, on a assisté à une multiplication des alertes et des crises dans différents domaines. Ces alertes, elles ont permis de mettre en lumière certains risques qui, sans l'intervention des personnes qui ont lancé ces alertes, n'auraient sans doute pas été révélés et qui ont permis ainsi soit d'éviter, soit de limiter les risques, les dommages qui se sont produits. Ces événements ont permis de souligner l'intérêt que pouvaient avoir ces lanceurs d'alerte. La multiplication de ces alertes a également mis en cause la capacité donc, des dispositifs institutionnels qui étaient chargés jusque-là de la régulation à la fois des entreprises et la gestion d'un certain nombre de risques à assurer la mission qui leur avait été confiée. Selon un auteur comme le sociologue Ulrich Beck, ces crises sont la conséquence de l'émergence de risques d'un type nouveau dans les sociétés modernes qui ne parviennent plus à être expliqués ni anticipés, mais justement par ces acteurs qui étaient se charger de la gestion des risques et qui souvent étaient les experts. D'autres affaires ont également montré que dans certains cas des dommages s'étaient réalisés alors que des acteurs opérant par exemple au sein d'entreprises disposaient d'informations qui si elles avaient été révélées auraient permis d'éviter ou de limiter ces dommages, mais que ces acteurs n'avaient soit pas été entendus lorsqu'ils ont tenté de lancer l'alerte, soit n'ont pas révélé de peur de subir des mesures de représailles. Face à la montée de ce phénomène, il est apparu nécessaire à la fois d'appréhender et de réguler ces alertes, de les encadrer. Pourquoi? Eh bien pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ces alertes peuvent porter atteinte aux droits et aux intérêts d'autres personnes, d'une série de personnes, leur réputation, leur droit à la protection des données, leur vie privée, etc., etc. Et qu'il fallait donc éviter les abus qui pouvaient en découler, mais en outre, parce qu'il semblait nécessaire de favoriser ce type de signalement, il fallait apporter des solutions aussi aux problèmes qui étaient révélés par ces alertes. Pour ça, il fallait accorder une protection à ces lanceurs d'alerte, mais aussi établir des procédures qui leur permettaient de transmettre cette information. Voilà pourquoi une série de législations ont été adoptées.
Néanmoins, il faut constater qu'aujourd'hui, le lanceur d'alerte reste une figure juridique dont les contours sont encore mal maîtrisés par le droit et qu'il n'est pas évident de déterminer d'une part comment le droit appréhende cette figure et comment, ce sera la deuxième partie de la présentation, il devrait l'appréhender, il devrait encadrer ces pratiques. C'est justement les questions qui sont au cœur de mes recherches doctorales et donc au cœur de la présentation d'aujourd'hui. Avant de passer à l'analyse justement des législations qui encadrent l'alerte, il est nécessaire d'exposer l'approche que nous retenons de l'alerte. C'est l'objet de mon second point. Si on tente justement de définir ce qu'est l'alerte, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas de définition qui soit aujourd'hui communément admise. En fait, cette définition dépend justement de l'approche qu'on retient pour analyser l'alerte. Dans ce cadre, nous pensons qu'il faut se concentrer sur ce qu'est la finalité de l'alerte, c'est-à-dire attirer l'attention sur un élément que le lanceur d'alerte estime pouvoir constituer un risque afin de permettre de prévenir ce risque, de l'éviter ou de le limiter s'il n'est pas possible de l'éradiquer, de pouvoir éviter ou limiter le dommage qui pourrait en découler. Donc le risque ici peut être défini comme la probabilité qu'un dommage se réalise. Et dans ce cadre, comment est-ce qu'on va définir un lanceur d'alerte ? Eh bien, simplement, comme toute personne se trouvant à un moment donné confrontée à un fait qu'il estime pouvoir constituer un risque, à une situation qu'il estime pouvoir causer un préjudice et qui va le signaler. Donc cette approche, elle permet de situer l'alerte dans le cadre de la gestion des risques. Justement, à notre estime, la multiplication des alertes peut être considérée comme un problème plus profond qui concerne cette gestion des risques. Or, en la matière, la manière dont il convient d'appréhender les risques, de les traiter et les dispositifs légaux qui doivent le permettre sont aujourd'hui autant de questions qui sont fort débattues. Nous pensons que la multiplication des alertes est d'ailleurs une conséquence de cette situation d'incertitude. Il faut donc l'analyser à l'aune de la problématique donc, des risques. Un élément d'ailleurs qui vient souligner la pertinence de cette approche, ce serait que par exemple la quasi-entièreté des législations adoptées en la matière qui encadrent les alertes ont été adoptées suite à des crises, suite à des révélations. L'intérêt également de cette approche, eh bien, il est multiple. D'abord, il permet de définir le cadre des législations que nous allons analyser juste après et d'ouvrir ce cadre sur base d'une perspective qui est plutôt fonctionnelle à des dispositifs qui, a priori, ne seraient pas explicitement présentés comme des dispositifs qui encadrent l'alerte, qui encadrent l'action des lanceurs d'alerte. En outre, elle permet d'envisager l'alerte dans le cadre de dispositifs de gestion des risques qui englobent à la fois ce qui concerne le signalement de situations pouvant constituer un risque, mais pas uniquement. Elle permet également d'englober l'analyse de ces signalements pour déterminer s'il y a bien un risque et quels sont les dommages qui pourraient en découler, mais également toute la question de l'adoption des mesures pour supprimer ce risque ou, s'il est impossible, éviter ou limiter le dommage, et le choix de ces mesures, leur éventuelle modification ou évolution dans le temps. Tout ça fait partie donc de la gestion des risques. On a donc deux volets, le signalement et le traitement de ce signalement. Dernier intérêt de cette approche, c'est qu'elle permet également de situer la question de l'alerte dans le cadre plus global des réflexions liées à la gouvernance des entreprises. La gestion des risques est en effet un élément essentiel de la gouvernance des entreprises, qu'on peut entendre comme un processus permettant à celle-ci de se maintenir dans un environnement à la fois complexe et changeant. Dans ce cadre, l'alerte peut donc être considérée comme un outil pour cette gouvernance qui permet de mettre en lumière les risques. On peut appréhender les décisions qui sont prises dans l'entreprise sous l'angle des risques qu'elles font émerger et les mesures qu'il faut prendre pour les gérer. Et en outre, au cœur de cette question de la gouvernance se trouve reposée, et on va s'y intéresser directement après, la question du rôle et de l'implication des différents acteurs au sein des entreprises. Armés de ce cadre de compréhension, nous pouvons maintenant nous pencher justement sur les législations qui encadrent l'alerte. Notre but dans cette analyse des législations, c'est de déterminer si les procédures qui sont établies par ces législations, elles visent à permettre une mise en lumière des risques. Nous nous sommes concentrés, et nous nous concentrons toujours, parce que c'est un travail qui est en cours, sur l'analyse des législations adoptées en Belgique, en France, en Angleterre et aux États-Unis, et la manière dont elles se sont développées, dont elles ont évolué et dont elles se sont mutuellement influencées. Notre hypothèse dans cette analyse est que ces dispositifs se sont différenciés en fonction des contextes dans lesquels ils ont
émerger. Au-delà de cette comparaison entre les différents États, il convient également de comparer les dispositifs encadrant l'alerte selon les domaines, selon les secteurs de révélation qu'ils visent. En effet, on a des dispositifs qui souvent varient d'un domaine à l'autre et on a certains domaines qui présentent un intérêt particulier. Parmi eux, on a le domaine de la santé et la sécurité des travailleurs, donc tous les dispositifs qui visent la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il apparaît que dans ces dispositifs, le domaine des risques donc pour la santé et la sécurité des travailleurs a fait l'objet d'une réglementation qui a été intense et qui présente des caractéristiques particulières qu'on ne retrouve pas dans les autres dispositifs des autres domaines qui encadrent donc l'alerte. Dans ce domaine, on peut signaler maintenant, c'est aussi un lien avec les thématiques du colloque, les modifications, les régulations. En effet, on a certains changements qui ont perturbé généralement le monde du travail ces dernières années, qui ont eu des impacts forts sur la question de ces risques pour la santé et la sécurité de ces travailleurs. Et notamment, on peut penser à l'émergence des risques psychosociaux, à leur développement. Différentes législations ont été adoptées afin d'adapter les dispositifs qui jusque-là devaient assurer cette santé et cette sécurité des travailleurs, pour les adapter à des nouveaux risques qui étaient complexes à appréhender et qui posaient certaines difficultés aux dispositifs de certaines difficultés liées au signalement, mais également au traitement de ces risques. Donc aussi, on a eu des modifications, des dispositifs qui ne convenaient plus tout à fait et une adaptation. Si on compare les caractéristiques principales de ces dispositifs d'alerte en matière de santé et de sécurité des travailleurs aux dispositifs qu'on trouve plus globalement dans les autres domaines, on peut souligner ceci. En matière de dispositifs de santé et sécurité, on va trouver des dispositifs qui encadrent le signalement en tant que tel, toutes les questions des personnes qui peuvent opérer les signalements, les procédures, mais également le traitement de ces alertes, leur analyse, l'adoption des mesures pour gérer ces risques. Donc les deux volets qu'on trouve dans la gestion des risques. En outre, ces systèmes, ils impliquent souvent les travailleurs et leurs représentants dans les procédures d'alerte et le traitement de ces signalements, mais également une série d'autres acteurs, internes ou externes à l'entreprise. On peut penser à la ligne hiérarchique, à des experts, à des conseillers. Ils assurent également une certaine cohérence et une certaine articulation entre les droits et les obligations de tous ces acteurs qui interviennent dans le cadre de ces dispositifs. Certains prévoient également des mécanismes réflexifs, on va revenir là-dessus directement parce qu'ils prennent une certaine importance dans le cadre de notre analyse. Qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, ils fixent des résultats à atteindre, des balises pour y parvenir, mais ils vont laisser l'employeur, en concertation avec les acteurs qui sont impliqués dans la gestion des risques, établir les procédures à suivre eux-mêmes. Le but est de pouvoir tenir compte et de s'adapter aux situations particulières ici de chaque entreprise. Et enfin, un dernier élément qu'on va trouver dans le cadre de ces dispositifs, c'est la dimension préventive et une détection plus précoce, la plus précoce possible d'ailleurs des risques, et non pas uniquement les risques les plus graves ou les plus imminents. Si on compare cette situation avec celle des dispositifs plus généraux sur l'encadrement des alertes, on va se rendre compte qu'ils ont connu une certaine expansion dans leur cadre, dans leur champ d'application personnel, qui sont assez élargis. Au début, on permettait de dénoncer des risques, à lancer des alertes que pour les salariés. Ce cadre a été petit à petit élargi, notamment pour tenir compte du changement dans la structure des entreprises qui font intervenir en leur sein non plus uniquement des travailleurs salariés, mais une série d'autres acteurs. On peut penser à des sous-traitants, par exemple, qui de plus en plus, des dispositifs permettent à des sous-traitants de lancer des alertes. La protection accordée aux lanceurs d'alerte a également été améliorée. On a 2 points ici relativement positifs. Par contre, on a une série d'autres points qui sont plus problématiques. D'une part, ces dispositifs, ils portent essentiellement sur le signalement des faits qui pourraient constituer un risque, mais ils passent complètement sous silence, ils n'encadrent pas la question des traitements. Donc on a un seul volet de cette gestion des risques qui est traité par ces dispositifs. Il y a peu ou pas d'implication des acteurs susceptibles d'être impactés par ces risques. On se contente simplement de fixer des procédures qui vont permettre à ces acteurs de révéler une situation qui leur semble constituer un risque, de transmettre cette information soit à l'employeur, soit à un expert, soit à une autorité qui va ensuite être seule chargée de déterminer si la situation constitue ou non un risque et les suites qu'il faut prendre pour gérer ce risque. Autre problématique, le champ encore trop restrictif des objets qui peuvent être révélés. Souvent dans les législations, on trouve la possibilité de dénoncer des crimes et délits, des menaces graves ou imminentes pour l'intérêt public.
on peut considérer que dans ce cas-là, on n'est pas dans le cadre d'une approche qui vise à détecter des risques, en tout cas à un stade très précoce, mais plutôt de dénoncer des situations qui sont déjà très problématiques. Donc par rapport au premier dispositif analysé, on est dans quelque chose de beaucoup moins préventif. Ces législations sont également peu articulées entre elles. On a différentes législations dans différents domaines, différentes conditions, différentes protections qui sont accordées. On est souvent face à des risques qui transcendent un peu les domaines, qui vont poser des questions dans différents domaines. Donc il va être très compliqué de savoir exactement dans quel système, dans quel dispositif on va tomber et donc quelles sont les conditions que l'on doit respecter et les protections dont on peut bénéficier. Donc au vu de ces caractéristiques et de la comparaison des caractéristiques des deux types de dispositif. Il est intéressant de s'interroger, je n'ai pas encore à ce stade la réponse, sur ce qui explique le développement particulier et les caractéristiques particulières des dispositifs particuliers en matière de santé et sécurité par rapport à l'ensemble des autres dispositifs dans les autres domaines. Voilà pour les grands traits des dispositions qui encadrent l'alerte. Si on essaye de faire une critique de ces dispositions, de revenir sur un certain nombre de points, on peut formuler une première critique qui concerne justement l'approche par la gestion des risques. On se rend compte dans l'analyse de ces législations que l'alerte se développe aujourd'hui principalement comme un mécanisme de protection, de sanction ou de réparation par rapport aux lanceurs d'alerte, alors qu'à notre estime, elle devrait se concevoir plutôt dans le cadre d'une approche de la gestion des risques et plus largement d'une théorie de la gouvernance des entreprises. Les réglementations ici visent plus globalement et davantage à dénoncer des irrégularités et à réparer des torts, même dans une approche un peu morale. Plutôt qu'à renouveler les dispositifs de contrôle et de gestion des risques qui suscitent le lancement d'alerte au sein des entreprises. Une nuance par rapport à cette critique, c'est le constat qu'au sein des dispositifs d'alerte concernant la santé et la sécurité des travailleurs, on a quand même l'impression que ces systèmes sont plus intégrés au système de gestion collective des risques dans les entreprises que les alertes donc dans ces autres dispositifs légaux. Une seconde critique, c'est l'insuffisance de réflexivité, je vous avais dit qu'on allait y revenir, des dispositifs. Donc cette seconde critique, elle souligne l'insuffisance dans ces dispositifs d'un traitement du processus donc subséquent à l'alerte et des conditions de transformation de l'entreprise qui permettent à celle-ci de faire face aux nouveaux défis qu'elle rencontre. Notre hypothèse, c'est que l'alerte doit être appréhendée donc dans une conception plus réflexive du droit, c'est-à-dire une approche qui permettent de faire droit au contexte justifiant l'alerte, à la dynamique des acteurs et à la possibilité pour eux de gérer les risques qui vont émerger dans leur contexte d'action. En effet, nous pensons que la régulation adéquate des lancements d'alerte va justement nécessiter d'approfondir les conditions de réflexivité des acteurs dans l'activité de l'entreprise et qui sont impactés par les risques liés à son activité, mais également des dispositifs d'alerte eux-mêmes. Il apparaît que les dispositifs réglementant l'alerte sont aujourd'hui donc insuffisamment réflexifs. Il convient de réfléchir à la manière dont le droit va pouvoir contribuer au développement de cette réflexivité, permettant d'affronter les situations de risque et permettant à l'alerte de jouer adéquatement, selon nous, son rôle dans la gestion des risques et dans la gouvernance des entreprises. Donc le droit doit permettre, de nouveau à notre sens, aux acteurs concernés de développer cette réflexivité à l'égard des situations dans lesquelles ils sont appliqués et qui demandent le développement de processus d'apprentissage collectif. L'organisation de ces processus doit elle-même être réflexive et être pensée de manière contextuelle. Il s'agit d'aller au-delà des normes simplement procédurales et des procédures délibératives. Ces réflexions, elles prolongent les travaux d'un sociologue, Ulrich Beck, selon lequel les sociétés modernes, dans les sociétés modernes, toutes les actions ou décisions impliquent des risques. On a une société qui produit elle-même les risques auxquels elle est confrontée. Toujours selon cet auteur, l'expertise technique et scientifique qui s'est vue seule confier classiquement la tâche d'appréhender et d'anticiper ces risques n'est pas capable de le faire. Il y a une base irréductible de risques qui persiste et qui doit être gérée. Selon Beck, les décisions adoptées, notamment dans l'entreprise, chacune de ces décisions implique des risques, induisent des risques qui dépassent potentiellement le cadre de l'entreprise, qui sont globaux et qui impactent potentiellement toute la communauté. Qu'est-ce que cela implique dans ce cadre? C'est que les risques ne peuvent plus être anticipés par les experts et demandent donc l'intervention des acteurs concernés, d'une part pour mettre en lumière ces risques. Ensuite, puisque ces risques impactent potentiellement toute la communauté, on a un choix de type politique à faire sur la décision que ces acteurs justement impactés sont
ou non prêts à accepter. Donc par rapport à la question classique de la répartition des richesses produites par l'activité de l'entreprise, s'ajoute aujourd'hui la question de la répartition des risques produits par cette activité. Autrement dit, pour pouvoir appréhender ces risques, il faut pouvoir mobiliser les acteurs impliqués, qui doivent pouvoir participer à l'analyse des risques et mettre en question les choix de ces producteurs de risques. D'où la nécessité de penser des dispositifs légaux qui permettent une gestion démocratisée des risques. La problématique de l'alerte conduit donc à poser à nouveau frais la question du modèle de gestion des risques. Ces travaux, et j'en termine tout de suite, ces travaux permettent d'interroger la segmentation donc, des domaines des dispositifs légaux, ainsi que le fait qu'ils se basent sur un seul type d'expertise pour analyser les signalements et proposer des mesures. Et au vu de ces considérations, il semble que les dispositifs actuels encadrant l'alerte manquent l'objectif de contribuer à cette gouvernance plus démocratique et efficace des risques. Les dispositifs en matière de santé et de sécurité semblent à certains égards constituer justement une préfiguration de ce type de dispositif qui intégrerait dans le cadre d'une gestion des risques les acteurs concernés à l'appréhension des risques. Il convient donc de tenter de comprendre ce qui explique les développements de ces systèmes dans ce domaine et d'interroger l'absence de ces caractéristiques dans d'autres secteurs. Je propose de m'arrêter ici. Voilà, merci pour votre attention. Dans la discussion, on reviendra en effet sur le complément. Merci beaucoup.